Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir la 7 pour vous informer. Au sommaire de cette édition politique, ce mercredi, l'opposition togolaise a rencontré des difficultés pour se regrouper. Ceci quelques jours après l'adoption d'une nouvelle constitution qu'ils rejettent. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre et de sécurité. Les détails dans ce journal. Aussi, l'évolution de la dette publique togolaise a été dévoilée par le ministère de l'économie et des finances. Et selon les données, la dette publique togolaise a connu une évolution continue depuis 2019. Notre précision tout de suite. Premier résultat officiel provisoire de l'élection de ce dimanche, Bassirou Diomaye Faye est élu président du Sénégal avec 54,28 des voix selon la Commission nationale de recensement des votes. Il devient aussi le plus jeune président du pays. Nous y reviendrons. Puis sombre note en Haïti, tandis que l'évacuation des ressortissants étrangers par des vols spéciaux continue, la situation des résidents locaux se détériore. Des pharmacies ont été incendiées et pillées et même l'hôpital universitaire de l'État n'a pas été épargné. Le point sur la situation dans un instant. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. L'opposition togolaise a eu du mal à se rassembler hier, quelques jours après l'adoption de la nouvelle constitution qu'ils contestent. Ainsi, les contestataires de cette dernière ont été dispersés par les forces de l'ordre et de sécurité. Le récit de Bernard Quinvy. Le gouvernement togolais continue de marcher sur la manifestation de l'opposition à quelques jours des élections législatives et régionales et surtout quelques heures après le changement de la Constitution par l'Assemblée nationale. En effet, suite à l'adoption de la loi portant modification de la Constitution, une partie de l'opposition togolaise et la société civile a tenté ce mercredi de s'organiser et donner son point de vue. Mais la rencontre a été interrompue par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Les raisons de la dispersion étaient que les organisateurs n'avaient pas eu d'autorisation. Ceci fait monter davantage la tension et relance le débat sur l'interdiction systématique des manifestations politiques de l'opposition. Puisque depuis plusieurs années, même les simples réunions des organisations de la société civile ne sont pas épargnées. Rappelons que la liberté de manifestation est un droit fondamental garanti par la Constitution togolaise. Mais depuis un bon bout de temps, les restrictions de la liberté de réunion et de manifestation deviennent récurrentes. L'évolution de la dette publique togolaise a été dévoilée par le ministère de l'économie et des finances et selon les données, la dette publique togolaise a connu une évolution continue depuis 2019. À la fin de l'année 2023, le Togo a cumulé une dette totale de 3 707,8 milliards dettes intérieures et extérieures confondues. Kofi Kege pour les détails. Le ministère de l'économie et des finances a fait le point sur la dette du pays. Ce point fait la comparaison des différentes évolutions qu'a connues la dette togolaise depuis 2019 à 2023. Selon les chiffres avancés par le ministère de l'économie et des finances, la dette publique togolaise a connu une croissance annuelle moyenne d'environ 17,21%. Ce qui veut dire qu'en 2019, la dette togolaise était de 2197,7 milliards de francs CFA. À la fin de l'année 2023, cette dette est passée à 3707,8 milliards. Le ratio dette PIB, qui était de 63% en 2021, est passé à 66,65% en 2023. Cependant, cette évolution de la dette n'a pas fait franchir au pays le seuil de soutenabilité de la dette au sein de l'UEMOA, seuil fixé à 70% du PIB. En effet, pour rendre les dettes soutenables, l'espace économique a décidé qu'aucune dette publique des pays de l'espace ne doit dépasser 70% de son PIB. La dette publique togolaise est subdivisée en deux. La dette intérieure qui s'élève à 2276 milliards et la dette extérieure qui s'élève à 1431 milliards. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre 2023, l'État togolais est plus endetté envers les entreprises installées sur son territoire. Le nombre de personnes déplacées augmente depuis 2012 à cause de l'insécurité dans le Sahel. Les pays côtiers devenus refuges sont confrontés à un double problème, la protection des réfugiés et la question de la sécurité nationale. Une rencontre a fait le point de la situation et Nyonam Ayomble Kofi Klege.
Depuis 2012, la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel a entraîné le déplacement forcé de plus de 4 millions de personnes vers le sud en direction des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ces dernières années, ces mouvements se sont accrus en raison de la complexité du contexte sécuritaire dans certains pays de la sous-région. Selon les statistiques des organismes de défense et de protection des réfugiés, plus de 70 000 Burkinabés ont migré vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les pays refuges sont confrontés à un double problème, la protection des réfugiés et la sécurité nationale. Pour ces pays, la préoccupation n'est pas de recevoir des réfugiés, mais comment les recevoir et en même temps, comment préserver l'impératif de la sécurité nationale. La préoccupation a été au centre d'une rencontre des experts en sécurité et protection sociale. Il s'était agi d'identifier les défis concrets auxquels sont confrontés les États en matière d'asile dans le contexte sécuritaire actuel. En 2023, le Haut Commissariat aux réfugiés et le programme d'urgence dans les savanes ont enregistré ensemble plus de 23 000 réfugiés. La politique nationale de désenclavement connaît une évolution significative. Entre 2021 et 2023, plusieurs projets de désenclavement ont été réalisés afin de désenclaver les zones. Le désenclavement et l'aménagement des pistes rurales ont une importance cruciale pour le développement des zones reculées. Le Togo, à travers sa politique de désenclavement, rend plus accessibles les zones rurales. En effet, sur la période 2021-2023, 2200 km de pistes rurales ont été construites ou réhabilitées selon le ministère dédié au désenclavement. Ceci sur un total de 4752 km engagés à l'horizon 2025. Aussi, sur la période considérée, 1720 km de pistes rurales ont connu des travaux d'entretien. Ces engagements permettront de faciliter la circulation des personnes et des biens. Cela permettra également de réduire l'isolement des régions et favoriser une meilleure connectivité avec les centres urbains. Pour rappel, pour le compte de cette année 2024, un investissement de 53 milliards de francs CFA est prévu par le Togo dans la dynamique de poursuivre les travaux d'aménagement afin de disposer d'une banque de données sur les pistes rurales. Au-delà de nos frontières au Sénégal, les résultats officiels provisoires de l'élection du dimanche annoncés par la Commission nationale de recensement des votes, Bassirou Diomaye Faye a été élu président du Sénégal avec 54,28% des voix, devenant ainsi le plus jeune président du pays. Il y a quelques semaines à peine, l'homme qui s'apprête à occuper le fauteuil présidentiel du Sénégal croupissait dans une cellule de prison à Dakar. De confession musulmane et issu d'une modeste famille d'agriculteurs, Bassirou Diomaye Faye est passé par l'École nationale d'administration où il rencontre Ousmane Sonko et ensemble ils fondent en 2014 les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF. Il a 2 épouses, une première pour un président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye était avant tout une personnalité relativement inconnue en dehors de son parti d'opposition, le PASTEF. Tout a changé pour lui le jour où le charismatique chef du parti Ousmane Sonko, également détenu, a été accusé d'insurrection en juillet dernier et empêché de se présenter aux élections pour succéder au président Macky Sall. Cela a ouvert la voie à Faye pour sortir de l'ombre de son ancien patron et finalement de prison, reprendre la course et le lundi 25 mars, jour de son 44e anniversaire, émerger comme vainqueur de la présidentielle après que son adversaire ait reconnu sa défaite. La devise est très vite devenue populaire, Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko. C'était une montée improbable au sommet pour un nouveau personnage de la politique sénégalaise. Diomaye Faye était inspecteur des impôts avant d'être le lieutenant de confiance de Sonko et le secrétaire général du PASTEF. Le soutien de Sonko à son ancien député à la veille de l'élection différée de dimanche était crucial. Désormais président, Diomaye Faye est attendu sur le chantier de l'emploi des jeunes, ses promesses de changement monétaire au Sénégal, dans une sous-région d'immenses défis sécuritaires.
Le changement climatique et les maladies ont affecté la production de cacao en Afrique, entraînant une augmentation des prix du chocolat. Malgré cela, les grandes entreprises de confiserie voient leur marge bénéficiaire augmenter, tandis que les cultivateurs de cacao d'Afrique sont confrontés à des difficultés. Reportage. Les œufs et les lapins en chocolat seront vendus à prix d'or pendant la période de Pâques cette année. En raison de l'augmentation du prix de vente de cacao mardi à New York, la tonne métrique s'est échangée à $10 000. Une envolée provoquée par le changement climatique qui plombe les récoltes. Le phénomène El Niño, qui a entraîné chaleur et absence de pluie, a effectivement créé une augmentation du prix du cacao, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Nous, on travaille très peu avec ces pays-là. C'est beaucoup les industriels qui vont travailler avec ces pays d'Afrique. Nous, on travaille plus avec l'Amérique du Sud. Selon la National Retail Federation, une association commerciale américaine, les consommateurs devraient dépenser $3,1 milliards en chocolat et autres sucreries à Pâques contre $3,3 milliards il y a un an. Pâques, c'est une très grosse période pour les chocolatiers en Suisse. Pour nous, c'est la plus grosse période après Noël. C'est énormément de ventes, beaucoup de sujets de Pâques, comme vous avez pu le voir sur la boutique, des lapins, des poules, des œufs de Pâques. Voilà, c'est très coloré, c'est très joli, c'est des sujets très sympathiques, les gens sont contents. C'est le début du printemps et voilà, on aime beaucoup acheter ces petits chocolats pour les cacher dans le jardin à Pâques. Si les grandes entreprises de confiserie vont se frotter les mains, les cultivateurs africains de cacao sont dans le dur. La baisse de la production et la hausse des coûts des engrais rendent leur vie difficile. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a promis d'intervenir pour aider les agriculteurs à obtenir de meilleures conditions. Au Soudan du Sud, les écoles rouvriront après 2 semaines de fermeture due à une chaleur extrême. Cette décision est prise en prévision d'une baisse des températures avec le début de la saison des pluies. Au Soudan du Sud, les écoles rouvrent leurs portes après 2 semaines de chaleur extrême. Le gouvernement sud-soudanais a déclaré mardi que les écoles rouvriraient la semaine prochaine. Cette décision intervient alors que les ministères de la Santé et de l'Éducation ont déclaré que les températures devraient baisser régulièrement avec le début de la saison des pluies dans les prochains jours. Ces dernières années, le Soudan du Sud a subi les effets néfastes du changement climatique avec des chaleurs extrêmes, des inondations et des sécheresses signalées au cours des différentes saisons. Lors de la vague de chaleur de la semaine dernière, le pays a enregistré des températures allant jusqu'à 45 degrés Celsius. Les enseignants ont été invités à limiter les activités dans les cours de récréation au début de la matinée ou à l'intérieur, à ventiler les salles de classe, à fournir de l'eau pendant les heures de classe et à surveiller les enfants pour détecter les signes d'épuisement par la chaleur. La ministre de la Santé Yolanda Awel Deng a désigné le nord des États de Bahr el Ghazal, Warrap, Unity et Upper Nile comme les zones les plus touchées. Les établissements d'enseignement supérieur sont restés ouverts. En Haïti, alors que l'évacuation des ressortissants étrangers par des vols spéciaux se poursuit, la situation des locaux s'aggrave, des pharmacies incendiées et pillées. L'hôpital universitaire de l'État est aussi ciblé. Le chaos semble de plus en plus pesant à Port-au-Prince. Ne pas entrer dans l'hôpital avec des armes à feu. Voici ce qu'il y a marqué sur la façade. La barrière d'entrée des urgences de cet hôpital universitaire restera fermée. À l'intérieur, quelques malades, mais les soins ne sont plus assurés. Je ne suis pas resté de ma propre volonté. Je n'ai personne pour venir me secourir. Si l'on se fie uniquement à l'activité du marché de Port-au-Prince, la situation semble normale. Mais cette population continue de payer le prix de l'instabilité politique et de la violence des gangs, à tel point qu'il est très difficile de se soigner aujourd'hui à Haïti. Ces murs entouraient une pharmacie. Elle a été vandalisée par des membres d'un gang qui se sont saisis du matériel médical le plus utile ou le plus intéressant à la revente. Ces 2 personnes tentent de récupérer ce qui peut l'être. Des médicaments qui pourraient se retrouver ici, dans ce qui était avant une salle de classe du lycée des jeunes filles dans la capitale. Une clinique itinérante, portée à bout de bras par diverses ONG.
La plupart de ces personnes avaient déjà des problèmes de santé et certaines d'entre elles souffrent de maladies chroniques, des maladies avec lesquelles elles vivent depuis longtemps. Certaines sont blessées, beaucoup sont des enfants qui souffrent de malnutrition et dans cette situation, nous allons nous retrouver avec une crise alimentaire. Tout cela constitue un ensemble de conditions qui justifient notre présence ici. C'est facile ici de trouver les médicaments dont on a besoin et il est facile pour les gens de consulter un médecin. Ici, je peux me procurer des médicaments. Sans cette clinique mobile, je serais peut-être déjà mort. Ces initiatives sont très importantes. Des initiatives pour pallier le chaos, l'absence de l'État, la ruine des services de santé. Le fragile Conseil de transition vient d'affirmer que sa priorité était le retour à la stabilité et à la sécurité dans le pays. Dans cette clinique de fortune, ces femmes n'attendent que ça. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition avec le même plaisir.